vous êtes sûrement conscient que notre éducation, et l'école en particulier, nous a pas mal conditionnés à fonctionner d'une manière qui n'est peut-être pas obligatoirement adaptée en tant qu'adulte, dans le rapport à l'apprentissage et à l'erreur. C'est ce que je vais aborder dans cet épisode, sous l'angle également de l'impact que ça a sur les bonnes résolutions de bonne année, et pourquoi poser des intentions de bonne année est peut-être une meilleure idée. Et je vous donne d'ailleurs un exercice en fin d'épisode pour réaliser cela. À tout de suite. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle année. Parce que oui, c'est le premier épisode de l'année. Et donc j'en profite pour vous souhaiter une magnifique année, pleine de changements, de réussite, de transformation et de rapprochement de vous-même. Voilà, avec qui vous avez envie d'être et avec vos rêves et avec une vie qui vous ressemble de plus en plus. Parce que oui, c'est ça l'essentiel. C'est d'arriver à être de moins en moins tiré par l'extérieur, tiré par les attentes extérieures, tiré par ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire, par les dictats ambiants ou intériorisés, et s'autoriser de plus en plus à être tel qu'on est, à être tel qu'on a envie d'être et à avoir les rêves qu'on a envie d'avoir. Et c'est un peu le sujet de la thématique que j'ai envie d'aborder. Sous l'angle de ce que notre éducation a pu nous imposer comme comportement. Je l'ai nommé d'une manière un peu provoque, arrêtons de chasser les bonnes notes. Et qu'est-ce que je vais dire derrière ça ? Tout simplement que cette tendance qu'on a eue par le passé, à toujours vouloir réussir dès la première mise en situation, nous pousse à nous reprocher nos tentatives qui n'atteignent pas le résultat qu'on attend. En gros, par exemple, vous avez envie d'avoir une relation de couple, vous rencontrez quelqu'un avec qui le courant ne passe pas, vous pourriez avoir tendance à vous dire c'est un échec, je n'y arrive pas. Je ne suis pas assez bien pour, ou je ne suis pas assez aimable pour être aimé. Voilà, on peut rajouter plein d'interprétations. Et pour moi, c'est très en lien avec ce côté de il faut réussir du premier coup, qu'on nous rabâche quand même pas mal. Parce que oui, on a des fois du temps avant l'évaluation de nos compétences dans l'apprentissage, mais ce temps n'est peut-être pas des fois adapté à tout le monde, la méthode d'apprentissage n'est peut-être pas des fois adaptée à tout le monde, et donc globalement, le fait que tous les élèves ne réussissent pas du premier coup, au premier examen, c'est peut-être pas un révélateur de leur niveau. C'est peut-être pas un révélateur de leur compétence ou de leur intelligence. C'est peut-être juste un révélateur qu'il y a quelque chose qui manque dans l'enseignement, dans le rythme, dans le temps, dans l'environnement extérieur, pour que ces élèves se sentent assez en confiance, assez motivés aussi, pour arriver à obtenir les résultats dont ils sont capables. Mais peut-être avec un cadre différent. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que oui, je vous ai donné l'exemple des histoires amoureuses. Je vous parle de ça tout simplement parce que moi, pour l'instant, je me rends compte à quel point mon besoin de réussir du premier coup, que ce soit dans ma com sur les réseaux sociaux, que ce soit dans ma recherche d'emploi, que ce soit dans plein d'autres domaines, m'empêche d'agir. Ça me pousse à être dans une dynamique de « il faut obligatoirement que ça marche du premier coup ». Et donc, dès que j'ai une tentative, donc par exemple une candidature à une offre d'emploi, et que j'ai une réponse négative, je considère ça comme un échec dont je suis responsable. Et non pas comme un apprentissage, comme une non-adéquation entre les attentes de l'entreprise en face et mon profil, et que c'est totalement OK, c'est totalement
normal. Ça fait partie des possibles. En gros, j'ai l'impression, pour ma part, d'avoir été conditionné par l'enseignement d'une manière, si tu tentes quelque chose et que tu n'obtiens pas des résultats qui correspondent à ce que tu pourrais considérer comme des résultats souhaitables, c'est un échec et ça veut dire que ce sera plus compliqué après de réussir. Parce qu'en gros, c'est aussi un peu ça qu'on nous a planté dans la tête. C'est si tu commences mal, si tu commences avec une note passable ou en dessous de la moyenne, ça va être plus compliqué après d'obtenir une meilleure note, de t'améliorer. On a tendance à plutôt critiquer les élèves qui n'y réussissent pas, plutôt qu'à essayer de comprendre pourquoi ils ne réussissent pas, pour les accompagner, pour les encourager, pour qu'ils arrivent à progresser. On va plutôt remettre en cause le travail de l'élève, son implication, sa motivation, son intelligence ou plein d'autres trucs, plutôt que remettre en cause le cadre, l'espace, les contraintes, les attentes qu'on a vis-à-vis de cet élève. Et c'est un peu ce qu'on s'est planté dans la tête depuis des années. Et donc c'est aussi des fois ce qu'on projette sur les autres, du style trouver le compagnon idéal dès le début. En gros, laisser du temps au temps, laisser un temps d'apprentissage et s'autoriser à ce que les choses se consolident avec le temps. Si c'est la première fois que vous construisez une maison, il est fort probable, si vous n'êtes pas du bâtiment, que vous fassiez des erreurs de conception et qu'il y ait des défauts. Après, est-ce que vous avez arrivé à accepter ces défauts et à vivre avec ? Ou est-ce que vous avez tendance à tout démolir, à dire « j'arrête de construire des maisons et je redeviens locataire ?» Ça va dépendre de comment vous avez vécu la non-réussite et comment vous êtes à l'aise avec cette non-réussite. Je ne dis pas échec, je dis non-réussite, parce que oui, vous avez quand même réussi quelque part. Elle est juste pas au niveau de vos attentes, au niveau de ce que vous auriez considéré comme une réussite, et au niveau de ce qu'on vous auriez considéré comme une avancée, comme un progrès. Et si on arrêtait de vouloir à tout prix réussir, à tout prix atteindre un certain résultat, et si on pouvait juste se contenter d'observer une progression. Si on pouvait être comme un enseignant soutenant qui dit « Ah ouais, là c'est bien, là tu progresses, là tu t'améliores, là tu t'approches du but que tu t'es fixé. » On part pas tous du même niveau, on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes facilités de progression dans chaque domaine de vie. Il y en a pour qui les relations sociales sont très simples, il y en a pour qui le sport c'est facile, il y en a pour qui l'apprentissage c'est facile. On a tous nos points forts et on a tous nos points faibles. Et si on exige d'avoir la même rapidité d'apprentissage, la même progression dans tous nos domaines de vie, dans toutes nos facettes et dans tous nos projets, c'est clair que ça va générer de la frustration, c'est clair que ça peut nous décourager et c'est clair que ça peut faire que on fuit, on procrastine, on se raconte plein d'histoires et on se met des étiquettes sur la tronche du style « je ne suis pas fait pour ça »,« je suis incapable de »,« je ne suis pas assez intelligent pour », etc., etc., etc. Ou « je n'ai pas assez d'énergie ou de temps pour ça », ou « j'ai passé l'âge ». Tout ça, ce sont que des moyens d'éviter cette souffrance, de se sentir inadéquate, impuissant, incapable. Mais est-ce qu'on est si incapable, si impuissant, si inadéquate que ça ? Est-ce qu'on n'est pas juste totalement formaté à une vision de la réussite immédiate, qui est une fausse réalité ? Même moi qui avais fait des facilités en classe, je travaillais chez moi. Je passais, je mettais de l'énergie dedans. Et c'était plus simple pour moi aussi, parce qu'il y avait du plaisir, parce qu'il y avait de l'envie, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait.
Voilà, j'en discutais avec ma femme dernièrement. C'est vrai que ce qui était assez marrant de voir, c'est que moi, pendant mes vacances, je m'achetais des cahiers de vacances par plaisir. J'adorais refaire des exercices et des maths et du français pendant mes vacances. Ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. Et c'est parce que je voyais ça comme un jeu, comme une progression, comme quelque chose de plutôt joyeux, qu'il y avait aussi ce plaisir d'apprendre. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'essaie de voir en corrélation, parce que c'est quand même un grand espace de notre vie dans notre enfance qui nous a conditionnés, ce rapport aux études, aux réussites scolaires, on va dire. J'essaie de voir en quoi, moi, ça m'a formaté à certains endroits et en quoi ça peut formater aussi toutes les personnes que j'accompagne. Et je me rends compte, au fur et à mesure, que encore plus dans une démarche d'entrepreneur et dans une démarche d'activité individuelle, qu'elle soit professionnelle ou non, ça peut être aussi un hobby, un loisir compétitif, une activité associative ou autre. À quel point cette envie d'être validé par l'extérieur peut nous pousser des fois à ne pas respecter notre rythme, en gros à bachoter, on va dire, d'une certaine manière, peut nous forcer à régurgiter des choses auxquelles on ne croit pas, peut nous forcer à faire le bon élève d'une sens à être totalement en désaccord avec nos valeurs, peut nous forcer à porter un masque et à ne plus l'être nous-mêmes. Et c'est ça qui nous rend tristes. Et c'est ça aussi qui nous empêche de voir quels sont les actes, les manières d'agir, les comportements qui pourraient nous faire aller dans une direction qui nous correspond. Et derrière ce côté « je veux être un bon élève, je veux avoir une bonne note », il y a aussi le refus d'être un mauvais élève. Et donc le refus de la difficulté, le refus de l'échec, et donc une tendance à aller vers un endroit où on a peut-être des facilités, mais peut-être un endroit où ça nous intéresse moins, où ça nous nourrit moins, où il y a moins de défis et moins de joie et moins de croissance. Moi, je me rends compte avec l'âge que j'aurais pu, si j'avais arrêté de me raconter qu'il fallait que je réussisse du premier coup, vouloir explorer un peu plus le rapport au corps, le côté physique, le côté sportif même. Et en m'imposant d'avoir des résultats, que ça soit efficace, d'être compétitif, on va dire, en ne me centrant pas sur le plaisir, mais plus sur ce que je pouvais en recevoir comme reconnaissance extérieure, je me suis interdit d'aller vers ça. De même, d'une certaine manière, dans le choix de mes études, parce que je me rappelle encore les paroles de mes parents lors des périodes d'orientation. Ah ouais, mais est-ce que dans cette filière, il y a des débouchés? En gros, est-ce qu'il y a une reconnaissance sociale sur ce métier? Est-ce que c'est un métier qui est considéré comme quelque chose d'intéressant, en voie d'expansion? Est-ce que c'est un chemin d'avenir? Et est-ce qu'on pourrait pas écouter un peu plus nos tripes? Voilà, vous me connaissez, ce petit truc, je vais pas vous le refaire à la use, je le sors à chaque épisode. Mais voilà, être un peu plus nous. Et aussi accepter ces émotions inconfortables dans les moments où on est en voie d'apprentissage et où on n'a pas les résultats qu'on espère avoir, mais qui sont des résultats qui sont peut-être des résultats disproportionnés, des résultats non réalistes par rapport à où on en est, et des résultats qui ne sont pas en phase avec l'énergie et les actions qu'on a menées. Si je ne fais aucune action pour faire connaître mon podcast, je n'ai pas à être déçu que son audience ne grimpe pas. Voilà, c'est normal que ça stagne, parce que c'est quelque chose, le podcast, où il n'y a pas
de possibilités de faire dépasser, développer son audience sans du bouche à oreille, sans un travail dessus pour le faire connaître. C'est pareil, je ne peux pas rêver d'obtenir un emploi si je ne démarche pas des entreprises, si je ne me fais pas connaître, si je n'en parle pas au monde. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un si je reste enfermé chez moi et que je n'en parle à personne et que je ne rencontre personne. Je ne peux pas avoir de relation amicale ou d'échange amical si je n'appelle personne et que je raccroche dès que quelqu'un m'appelle. Voilà. Faut juste se rendre compte à quel point faut accepter aussi de mettre de l'énergie, de donner pour recevoir et de s'impliquer. Parce que c'est ça aussi, pour ma part, derrière ce en quoi l'éducation m'a un peu formaté, c'est qu'on m'a poussé à aller vers mes points forts, alors que c'était des endroits où je n'avais pas d'effort à fournir. Et mes points faibles, ils n'ont pas été réellement poussés. Et en faisant ça, d'une certaine manière, on ne m'a pas incité, voilà, j'ai pu te le dire comme ça, à apprendre à dépasser mes limites, à apprendre à faire des efforts et à apprendre à accepter les paliers de stagnation, à accepter les moments où ça devient dur. Et je suis arrivé à un moment dans mes études où là, il y avait un petit plafond, mes facilités ne suffisaient plus, et donc j'ai décroché. Et puis aussi parce que ça perdait du sens et que c'était plus un jeu. Aussi. Voilà. Parce que les endroits où c'était encore un jeu, j'arrivais encore à me motiver et à y mettre de l'énergie. Mais c'est vrai que sans mettre en avant ce goût, quand je mets effort, je ne suis pas dans le côté il faut se faire du mal pour avancer, je suis pas du tout là-dedans. Quand je dis effort, c'est juste accepter que ça puisse prendre du temps et que ce soit pas du tout cru et que ça vienne pas du premier coup. Parce que c'est un peu ça, pour moi, ce qu'on a beaucoup mis en avant. Et ce qu'on nous fait croire. Comme quoi la réussite, c'est un don, d'une certaine manière. C'est quelque chose qui, certes, il faut du travail, mais qu'on n'est pas tous faits pour. Ou voilà. Un petit truc qui fait qu'il y aurait... il faudrait qu'il y ait une bonne étoile qui se soit penchée sur notre berceau pour qu'on ait les compétences pour. Et donc, logiquement, si on réussit pas du premier coup, c'est que c'est pas la bonne direction, pas le bon chemin, qu'il ne faut pas persévérer. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage de s'interdire de faire quelque chose qui pourrait nous plaire sous prétexte que, oui, il y a une petite marche. Mais peut-être que cette marche, une fois qu'on l'aura passée, on se rendra compte que, ah oui, tiens, finalement, après avoir m'être un peu entraîné, je me débrouille pas si mal et j'y prends du plaisir. J'aurais pas parié il y a des années que je prendrais du plaisir à enregistrer un podcast. J'aurais pas parié, j'avais cet intérêt-là, j'avais cet attrait-là, mais je me sentais pas particulièrement compétent pour tenir ça sur la durée. Et surtout, je ne me considérais pas assez intéressant pour le faire. Tout simplement parce que j'ai eu des expériences par le passé où j'ai pas eu un retour très positif sur mes productions écrites et orales. Voilà, ce qui était un peu normal vu ma confiance en moi de l'époque. Tout ça pour dire que oui, acceptons d'être médiocres, acceptons de faire des erreurs, acceptons de faire des fausses notes, acceptons de faire des couacs, acceptons de ne pas réussir du premier coup, acceptons que ça puisse merder par moment. Et si c'est important pour nous que ça s'améliore, mettons de l'énergie pour. Mais n'abandonnons pas parce qu'on a merdé. N'abandonnons pas parce qu'on a eu un échec. N'abandonnons pas parce qu'il y a eu une erreur.
L'abandon parce que c'est difficile, c'est dommage. L'abandon parce que ça nous convient pas, là, ok. Ou parce que ça nous demande trop d'énergie et qu'on sent que il y a d'autres endroits qu'on a envie d'explorer où on pourrait se sentir plus à l'aise et plus épanoui, ok. Mais pas je sens que c'est par là et puis j'abandonne parce que j'y arrive pas et je reste dans un cul-de-sac d'une certaine manière. Et c'est dommage de voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui ont eu par exemple des échecs professionnels. Quand je parle d'échecs, c'est-à-dire ils sont surinvestis dans un boulot, ils ont eu des burn-out, des relations professionnelles compliquées, voilà, ou un management pas obligatoirement très à l'écoute. Et ils ont d'une certaine manière piétiné leurs compétences, piétiné qui ils étaient, ce en quoi ils étaient capables. Et ils ont jeté, entre guillemets, le bébé avec l'eau du bain en se disant « Je suis incompétent, je suis incapable, je suis nul ». Et ils ont essayé de faire un virage à 180 degrés au niveau professionnel. Et ça n'a pas obligatoirement marché parce que c'est pas totalement en phase avec eux et qu'ils ont surtout jeté, mis au placard une bonne partie de qui ils sont. C'est pas parce que vous avez fait un échec que qui vous êtes ne convient pas. Il y a peut-être juste un petit ajustement. C'est pas parce que vous êtes cassé la gueule en marchant que vous n'êtes pas capable de marcher. Vous voyez un peu les raccourcis des fois qu'on fait. C'est pas parce que vous n'avez pas été recruté à tel poste que vous n'allez pas arriver à trouver de boulot. C'est pas parce que telle personne vous a dit non, ça va pas le faire que vous n'arriverez pas à être en couple. C'est pas parce que vous avez eu une relation avec quelqu'un que vous avez rencontré et qui n'a pas eu d'atome crochu au niveau amical que vous n'arriverez pas à trouver de nouvelles amitiés. C'est pas parce que vous êtes pas très à l'aise et très compétent et très comment dire très physiquement en état de faire un sport que vous n'arriverez pas à obtenir des résultats dans ce sport. C'est pas parce que vous n'êtes pas doué pour le dessin actuellement que vous n'arriverez jamais à dessiner. Voilà. C'est pas parce que vous n'avez jamais été père que vous ne serez pas capable d'élever un enfant, par exemple. Voilà, toutes ces peurs, toutes ces croyances que je n'y arriverai jamais parce que je ne l'ai jamais fait. Oui, c'est un peu dommage de se foutre ça dans la tête. Mais c'est un peu comme ça qu'on a été éduqué, du style « Ah oui, mais je suis pas bon en maths. En gros, j'ai échoué à une époque de ma vie en mathématiques, donc je n'y arriverai jamais. Je n'étais pas bon j'étais timide à une époque de ma vie, donc je le serai toute ma vie. » En gros, ces petites prophéties autoréalisatrices qu'on s'est posées sur la gueule depuis notre enfance. Et vu que c'est le début d'année, vous pouvez aussi le faire à un autre moment de l'année, je vais vous proposer un petit jeu, un petit exercice. Tout simplement pour, plutôt que faire des bonnes résolutions, faire un peu le tri dans ces prophéties autoréalisatrices qu'on s'est foutu sur la tronche. Je vais vous proposer de prendre un papier et d'écrire dessus toutes ces prophéties autorisatrices dont vous ne voulez plus pour cette année. Du style, je suis incapable de courir 500 mètres, je ne serai plus capable d'avoir un corps en forme ou d'avoir un corps qui me plaît. J'ai passé l'âge de trouver un métier où je m'épanouirais. Les relations amoureuses et moi, c'est foutu. Voilà, vous voyez tous ces trucs. Et vous notez toutes celles qui vous font du mal et qui ne vous conviennent pas. Et que vous êtes prête à lâcher. Prêt ou prête à lâcher. Vous prenez un temps pour le faire. Si vous avez besoin, appuyez sur pause. Et une fois que ça c'est fait, je vais vous proposer de prendre une deuxième feuille et d'écrire dessus toutes les intentions
que vous avez envie de nourrir pour cette année. Du style, je prends du temps pour mes rêves et mes projets. J'apprends à avoir confiance dans ma capacité à avoir un corps qui me plaît. Voilà, je prends du temps pour mon corps et pour mon bien-être. Plein de phrases comme ça, je vous donne surtout ce côté-là, parce que pour moi, c'est celle que j'ai pas mal explorée pour moi. Mais du style, je prends du temps pour faire mûrir mon projet de reconversion professionnelle pour aller de plus en plus vers un métier qui me correspond. Voilà. Mais là, vraiment des engagements sur des actes et de l'énergie et du temps consacré à vous sentir capable de, plutôt que des actes, que des engagements du style « je vais réussir à gagner 100 000 euros dans l'année et à avoir un nouveau boulot ». Pour moi, si vous n'êtes pas déjà persuadé que vous en êtes capable, ça ne sert à rien. À part à vous taper dessus. À part à vous montrer à quel point vous êtes incapable. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, si vous vous mettez tout de suite une obligation de résultat, vous n'allez pas être dans une étape d'apprentissage. Vous allez être dans un côté j'ai échoué, j'abandonne. Si vous vous imposez d'arrêter de fumer dès le départ, d'obtenir le résultat final tout de suite, vous n'y arriverez pas. Si par contre vous posez une intention du style je maîtrise de plus en plus durant cette année ma consommation de tabac et je la réduis à un rythme qui me convient, là vous verrez tout de suite que vous le faites en accord avec qui vous êtes, en accord avec votre rythme personnel et en accord avec votre fonctionnement. Pour les personnes qui ont plus besoin de compétition, plus besoin de challenge, plus besoin de défis, allez-y. Allez-y en mode défi avec une durée. Oui. Oui, on dit toujours qu'il faut des objectifs avec des durées, avec des délais, voilà, etc. Oui, peut-être. Ça peut aider. Mais ça peut aussi foutre une pression. Et donc, en fonction de votre comportement, en fonction de votre manière de faire, en fonction de votre tendance à être à l'aise avec l'échec ou pas, voilà, et d'être à l'aise aussi avec, la culpabilité de ne pas avoir fait les choses et d'être à l'aise avec le fait de ne pas être déjà qui vous avez envie d'être, voilà. Ça peut des fois être un défi un peu trop élevé de tout de suite s'imposer d'atteindre un résultat. Parce que vous n'êtes pas déjà quelqu'un qui vous sentez capable de. Donc vous dire, je n'ai jamais fait de course à pied, je n'ai jamais marché et je vais monter l'Everest dans 6 mois, il y en a qui le font. Mais il faut avoir une volonté de faire, une discipline de faire, et être bien accompagné et avoir vraiment un moteur fort pour le faire. Il faut déjà avoir un mental bien entraîné pour en être capable. Ou avoir un engagement très fort vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de soi-même pour le faire. Oui, quand je dis ça, je pense à Inoxtag ou à d'autres personnes qui ont lancé des défis un peu extrêmes comme ça. Lui, c'était pas en 6 mois, je ne sais plus la durée, mais voilà. C'était un peu du même genre. Le truc irréalisable, voilà. Mais lui, il croyait que c'était possible. Lui, il croyait qu'il pouvait le faire. Si vous n'y croyez pas, ne le posez pas dans vos intentions. Et donc, je vais vous partager en exemple certaines de celles que j'ai posées, moi. C'est je m'ouvre aux opportunités qui se présentent à moi et je suis mes aspirations et mes inspirations, par exemple. Je coupe un peu la suite parce que c'est un peu plus intime, mais voilà. Comme vous voyez, ça paraît très vague, ça paraît pas très concret, mais si vous vous répétez ça à longueur de journée, si vous créez une identité de quelqu'un qui suit ses rêves, qui est à l'écoute de ses aspirations et ses inspirations, qui se fait confiance pour agir dans le sens de qui il a envie d'être, là, ça va générer du changement.
Moi, j'ai une croyance forte que je suis quelqu'un qui prend soin de mes relations. Et donc, logiquement, j'y mets du temps et de l'énergie. Je suis quelqu'un qui a une valeur forte d'harmonie. Donc, dès que c'est pas en phase, je rééquilibre. J'ai une identité que je suis quelqu'un qui prend soin de ses finances. Donc, logiquement, j'ai des comportements qui sont en phase avec cette identité. Et donc, si d'abord, vous ne mettez pas en place une identité qui soit en phase, ou en même temps que vos actions, une identité qui est en phase avec vos projets, ça ne sert à rien de lancer des projets. Et donc, une fois que vous avez fait écrire ces deux feuilles de papier, la première, vous la faites disparaître d'une manière qui vous convient, en petits bouts, dans le feu, en l'enterrant, voilà, d'une manière comme vous voulez. Voilà, pour vous dire, je m'en débarrasse. Les plutôt chamaniques auraient tendance à dire le feu. Moi, j'aime bien des fois la terre ou l'eau, en fonction des besoins qu'il y a derrière et de l'énergie que vous sentez, ça va dépendre. Avoir une feuille, par exemple, avec un encre lavable et avoir l'encre qui disparaît de la feuille, c'est des fois aussi pas mal. Et pour l'autre, je vous propose de la relire régulièrement, à haute voix. Et si vous le sentez, de l'afficher dans un coin où vous allez pouvoir la revoir régulièrement. Et même la réajuster au fil de l'année. Comme ça va vous permettre de nourrir vos intentions pour cette année. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit exercice vous aura intéressé. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager et à lui donner une note. Et si vous avez besoin d'être accompagné et soutenu dans cette remise à plat de ce qui vous fait du bien, de vos croyances et de vos prophéties intérieures, comme j'aime les appeler, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou sur les réseaux sociaux. Et je vous tiendrai au courant dès que l'offre de bilan que j'ai envie de vous proposer sera enfin sortie, mais je peux déjà vous accompagner sur ça sans que j'ai déjà formulé au monde cette proposition. Eh bien, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vos rêves. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode, et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.